Listen. Bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence. Donc le thème d'aujourd'hui, donc réinventer sa logistique. Donc bienvenue sur cette conférence. C'est Mecalux et moi-même, donc Logéos, qui allons vous parler un petit peu de tous ces sujets-là. Digitalisation, optimisation, automatisation, à travers donc un cas client qui est le mien. Puisque donc, je suis responsable d'exploitation chez Logéos et on est en partenariat avec Mecalux depuis maintenant 3 ans. Donc on va vous faire un petit retour d'expérience et essayer d'aborder ce thème-là avec le plus de précision possible. Olivier, nous nous sommes rencontrés en 2022. C'était dans le cadre d'une consultation qui était menée par Adameo, cabinet conseil, pour le projet d'une nouvelle plateforme logistique à Puceul, en région nantaise, pour le groupe Sofia. Est-ce que tu peux nous parler du groupe et nous présenter Logéos ? Alors tout à fait. Est-ce que déjà avant tout le son c'est bon pour tout le monde au fond de la salle? On va essayer de parler un peu plus fort, c'est mieux comme ça? Super. Et donc en effet, donc Logéos, aujourd'hui on est logisticien 5PL, donc garant de l'entièreté de la supply chain du groupe Sofia, qui est donc un groupe saint-nazérien et qui a la particularité d'être vraiment multifilial. Donc on a aujourd'hui un e-commerce spécialisé dans la piscine et dans le barbecue qui s'appelle Ravidet. On va avoir 13 magasins Jardiland aujourd'hui sous franchise, donc sur le Grand Ouest de la France essentiellement. On va également avoir 2 Leroy Merlin, donc pareil sur Guérande, Trignac, donc à l'ouest de la France. Et ensuite, un peu plus au national, on va avoir une filiale sur la robinetterie et une filiale sur l'hygiène. Donc voilà, une diversité de produits assez large, puisqu'on parle de 25 000 références. Et aujourd'hui, donc Logéos existe depuis 3 ans et a pour mission de structurer un petit peu toute cette logistique de A à Z. Olivier, on se retrouve aujourd'hui donc pour raconter l'histoire de ce projet. Comment fonctionnait la logistique du groupe Sofia en fait avant la création de Logéos? Donc avant 2021, puisque Logéos a été créé en 2021, avant 2021, la logistique était vraiment internalisée à chaque filiale. Donc même plus que chaque filiale, la logistique était vraiment sur chaque site de commerce, puisque c'est que des filiales liées au commerce. Et donc toutes les équipes logistiques étaient séparées, cloisonnées sur chacun de leurs sites, avec aucune visibilité groupe, aucune visibilité supply chain. Chaque commercial traitait en direct avec ses fournisseurs, malgré, comme vous l'avez pu le comprendre, qu'il y ait des produits en commun, puisque le e-commerce, avec la piscine et le barbecue, on retrouve les mêmes produits chez Leroy Merlin, on retrouve les mêmes produits au sein des magasins Jardiland. Mais donc avant 2021, c'était vraiment chaque commercial qui traitait en direct avec les fournisseurs. Donc vous pouvez bien imaginer une démultiplication du stock, un double référencement sur toutes les filiales, des conditions d'achat complètement diversifiées et une logistique du coup vraiment sectorielle sur chaque pôle de France avec des expéditions qui pourraient malgré tout avoir des synergies puisqu'on avait une multitude de partenaires transport. Voilà. Donc tout était cloisonné, diversifié, aucune synergie ni dans l'achat, ni dans la logistique, ni dans le service client. Pour ce nouvel entrepôt de 36 000 m², nos experts métiers vous ont accompagné pour définir les process logistiques avec notre logiciel EasyWMS, pour optimiser aussi la capacité de stockage et la préparation de commandes des gros volumes avec nos rayonnages pour palettes, et aussi pour optimiser, automatiser la préparation de commandes des petits produits. Quels étaient, ma question, Olivier, vos objectifs avec ce nouveau projet? Alors, les objectifs, ils sont multiples. Quand on commence à s'attarder à vouloir optimiser et digitaliser la logistique, les objectifs, ils sont forcément une économie financière à long terme, mais surtout une efficacité et un objectif qui est le plus clair possible, c'est-à-dire répondre à la promesse client, puisque que ce soit des magasins en B2B ou un e-commerce qui a un site internet qui tourne 24/24, l'objectif, il est clair, c'est ne jamais rompre
la production des commandes et l'expédition des commandes, qui chez nous est en moins de 24 heures, mais surtout arriver à suivre leur croissance, puisque c'est bien de faire de la logistique pour des clients à une date précise, mais il faut également penser à demain. Et donc notre objectif premier, à la sortie du Covid, c'était de se dire que nos clients vont se développer, nos filiales du groupe vont se développer, on dépasse les 200 000 commandes en 2021, comment demain on est capable de suivre cette croissance, alors que, comme c'est marqué ici, à l'origine du projet, quand Logéos a été créé en 2021, on a récupéré plus de 10 sites logistiques différents, avec des managers sur chaque site, des équipes sur chaque site, et des commandes qui devaient parfois partir de 2 sites différents pour arriver, si possible, en même temps que chez le client. Donc l'objectif, c'était de réduire le nombre de commandes, de centraliser tout sur un seul et même dépôt, et d'être en mesure, malgré l'évolution du nombre de commandes de nos clients, de les livrer en temps, en heure, avec nos partenaires transport. Concrètement, Olivier, quel est votre quotidien aujourd'hui sur ces... Donc, si, ça parle toujours. Donc, une fois qu'on a fait le choix de créer Logéos en 2021, on crée cette nouvelle plateforme. Donc, vous avez vu l'image sur la première slide. Toutes les images que vous voyez à droite sont l'intérieur du dépôt d'aujourd'hui. Donc, on fait le choix en 2021 de se dire stop, on arrête le multisite, on centralise tous nos stocks de l'ensemble de nos filiales dans un seul et même dépôt, qui aujourd'hui se situe au nord de Nantes et qui fait 36 000 m². Et on essaye de traiter l'ensemble de nos références. Et quand je dis l'ensemble de nos références, on en a 25 000 aujourd'hui qui sont actives, mais on va du petit joint de piscine de 2-3 grammes à des piscines ou des pergolas qui font plus de 4 mètres de long. Donc on essaye de mettre tout ça sur le même dépôt et de se dire on est capable de tout expédier. Et on trouve un partenaire, une fois qu'on sera sur le site, capable de gérer cette multi-référence et surtout de maximiser, de minimiser les erreurs et de maximiser les expéditions en temps et en heure. Pour permettre ce fonctionnement, quelles solutions personnalisées ont été mises en place? Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on est en partenariat avec Mecalux, c'est pour ça qu'on est là. Le projet il a commencé il y a 3 ans. Et quand Mecalux est arrivé, il fallait absolument qu'on trouve une solution pour chaque typologie de produit. Du 1 gramme au 4 mètres de long, Mecalux devait nous trouver et nous accompagner sur le choix des équipements, aussi bien informatiques qu'automatiques que paletiers, permettant de stocker l'ensemble de nos références. Concrètement, en quoi ça a résulté? On a pu prendre la moitié de notre dépôt à peu près aujourd'hui en rack à palettes conventionnel, puisque malgré tout on a du surstock. Quand on expédie des commandes, on a les emplacements de picking, mais on a également le surstock. Donc 81% de nos références rentrent dans du paletier conventionnel d'un point de vue surstock. Mecalux nous a conseillé derrière pour toutes nos petites pièces, comme je disais, nos 1 gramme, nos pinces à barbecue, nos bouées de piscine, etc., de s'orienter, donc comme vous le voyez à l'écran, vers un mini-load, donc un bras automatique dont on reviendra plus tard. On a conservé malgré tout nos emplacements type masse, puisqu'on a essentiellement des piscines qui se tiennent bien dans leur carton et qu'on peut stocker jusqu'à 8 mètres de haut en masse pure et dure au sol. Et derrière tout ça, donc, un logiciel capable de gérer et le bras automatique et le multiprocess, puisqu'encore une fois, oui, on a des produits différents, mais on a également des clients différents. On a du B2B qui doivent partir en affrètement. On a de la petite pièce détachée qui doivent partir en expressiste moins de 30 kg. On a de la palette qui doivent partir en messagerie standard ou express. Et demain, on en reparlera en conclusion de cette conférence. On a également de l'express à l'international, monde entier. Donc il nous fallait absolument un logiciel en mesure de préparer, de gérer le multi-emplacement par référence, l'emplacement de picking, l'emplacement de surstock, l'appel transporteur et l'emballage avec des process différents. On voit bien qu'il y a de grands défis logistiques auxquels vous avez dû faire face. Vous avez pris des solutions diverses, comme on a vu avec différents systèmes de stockage, manuels et automatiques. Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est un mini-load et en quoi cela a été utile pour Logéos? Bien sûr. Un magasin automatique de type mini-load, c'est un système qui permet d'amener le produit à l'homme. On l'appelle communément un goods to man. Et donc, les objectifs recherchés avec cette technologie,
c'est de réduire la surface de stockage au sol en utilisant la hauteur d'un bâtiment et aussi, surtout, de réduire le déplacement des opérateurs, puisque, on le sait, lorsque l'on fait une préparation de commande de petits produits, on se déplace dans un entrepôt et on parcourt beaucoup de kilomètres, en général 12 à 14 kilomètres par jour, et le système Miniload permet de gommer intégralement ces déplacements inutiles et de faire en sorte que les préparateurs soient vraiment focalisés, concentrés sur leur préparation de commande et qu'ils puissent réaliser un maximum de lignes à l'heure. Je me permets de te couper. Jean-Jacques parle de 12 à 14 km avant la bascule sur ce nouveau site de 36 000 m², donc dans un dépôt qui faisait moins de 3 000 m², en pleine saison, en plein pic de commande. Mes opérateurs, sur certaines journées comme des lundis, parcouraient à peu près 21 km. Donc un certain nombre de fois la même allée, encore une fois par manque d'optimisation à l'époque, mais surtout en tirant un transpalette pesant, avec une palette pesant entre 50 et 150 kg. Donc en effet, avec un système de type Miniload, on économise les gens et on les rend beaucoup plus efficaces aussi. On voit là sur la représentation donc, ce qui a été installé chez Logeo à Puceul. C'est une installation qui fait entre 30 et 40 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et une hauteur de 10 mètres. Et sur cette surface, cette hauteur, on atteint une capacité de stockage de 5000 bacs. Ce sont des bacs qui sont en format 600-400, donc c'est le quart d'une palette. Et on a choisi, c'est l'étude de données que nous avions réalisée, qui nous a permis de le déterminer, nous avons choisi de travailler avec 2 hauteurs de bac. Donc une hauteur de bac de 420 mm pour gérer les produits un peu plus volumineux, et ensuite des bacs de 220 mm pour gérer des produits qui nécessitent moins de place. Et on peut éventuellement aussi complimenter ces bacs. L'installation a été aussi construite avec des contraintes bâtiments et des contraintes environnementales. Notamment, on le voit ici en photo, du sprinklage in-rack. Donc ça, ce sont des discussions aussi que l'on mène avec Logeo sur ce type de projet et leur assureur. Aujourd'hui, comme disait Jean-Jacques, on a 5000 bacs à l'intérieur. J'ai un peu moins de 30 000 quantités. 30 000 quantités pour tenir. Alors aujourd'hui, on le remplit au maximum, mais l'objectif à l'origine de l'analyse, c'était d'être en mesure d'absorber les pics et donc d'avoir au minimum 15 jours de préparation de commande à l'intérieur du mini-load pour pouvoir recharger le mini-load plutôt sur les journées du jeudi et vendredi qui, chez nous, sont plus calmes, pour pouvoir expédier en pleine capacité le lundi, le mardi et le mercredi sans avoir de rupture de stock au sein du mini-load. Chez nous, comme je le disais, alors ce bras-là est dédié à notre client e-commerce. L'objectif, c'est de sortir tous les jours les commandes faites à partir jusqu'à 14 h. Donc, c'est-à-dire que le lundi matin, on doit préparer les commandes depuis le vendredi 14h01 jusqu'au lundi 14 h. Donc, on fait plus de 60% de notre semaine sur la journée du lundi. Donc, toute la semaine consiste à préparer cette journée. Et donc, le mini-load avait cet objectif premier de produire en pleine capacité le lundi et donc de vider des bacs le lundi, qu'on vient bien évidemment re-remplir en fin de semaine grâce aux réceptions de la semaine. Le mini-load, donc le magasin automatique qui a été installé, permet aujourd'hui à un opérateur de préparer 120 lignes de commandes par heure. Et nous avons pensé et dessiné l'installation pour que l'on puisse rajouter à terme une deuxième et une troisième allée de stockage, ce qui porterait donc la capacité totale de l'installation à 15 000 bacs et la possibilité aussi de préparer 360 lignes de commandes à l'heure. Tout à fait, tout à l'heure. Donc Jean-Jacques parle là de deuxième et de troisième bras. En effet, en 2021, quand Logeo s'est créé, l'objectif premier, comme on l'a dit, c'était de répondre aux besoins des filiales du groupe. Mais l'objectif second, c'était de faire de la logistique et de la supply chain dans son ensemble une valeur ajoutée et une expertise au sein du groupe. Et donc, à ce moment-là, on ne savait pas encore, mais c'était malgré tout notre objectif, si on allait pouvoir rentrer des nouveaux clients et quelle typologie de produits allaient avoir ces nouveaux clients. Donc, on savait faire de notre expertise de la petite pièce et de la piscine de 4 mètres de long. Donc, on voulait vraiment, sur chacun de ces process, garder de la capacité et de se dire, demain, si on a un autre e-commerce qui fait de la petite pièce, eh ben, on a cette capacité, on a la place en tout cas, et on a les plans
pour rajouter un deuxième bras, voire un troisième bras. C'est intéressant ce que tu dis, Olivier. Souvent, on assimile un peu la logistique comme un frein à la croissance en disant la logistique ne suit pas. Les commerciaux sont bons, ils vendent, mais la logistique ne suit jamais. Là, tu es en train de nous dire que c'est la logistique qui t'a permis justement de porter sur des nouveaux clients et de pouvoir t'ouvrir à de nouveaux clients au final, et pas seulement gérer la logistique au sein du groupe. Tout à fait. Alors, quand on a fait le choix de signer ce bâtiment, et je cite Altarea qui nous a accompagnés sur ce projet-là puisqu'ils sont dans la salle, on savait que le groupe allait représenter au moins 50% de la surface du bâtiment. Mais les 50% restants, c'était un pari. Au moment de la pose de la première pierre en novembre 2022, on avait moins d'un an pour trouver des clients externes pour remplir ce bâtiment et vraiment signer notre posture de logisticien, non pas lié au groupe, mais lié aux multi-clients, puisque c'est le thème aussi de cette conférence. Et donc ça a été le cas. Mais c'est pour ça que toute la réflexion dès le début du projet, que ce soit sur le bâtiment comme sur le partenariat avec Mecalux, c'était de se dire chaque process doit répondre à notre besoin actuel, mais doit pouvoir au moins absorber le double de sa capacité dans 2 ans quand le projet sera stable. Donc aujourd'hui, on a 80% de notre surface qui est pleine, on a encore de la place, mais en tout cas, on peut absorber toute typologie de clients, et ce sera encore la conclusion de ce projet-là, puisqu'on en a intégré un nouveau qui lui aussi est un e-commerce, et qu'on est capable d'intégrer et de réfléchir ensemble sur un deuxième mini-lot. L'appel est lancé si vous avez besoin d'externaliser la logistique ou d'un surstock. Un enjeu aussi important du projet était la partie logicielle, parce que gérer, piloter 10 entrepôts se gère différemment quand on a un entrepôt XXL de 36 000 m² avec de l'automatisation. Donc c'est vrai qu'un des gros enjeux de l'analyse qui a été faite avec Logéos, c'était d'analyser les flux et de se dire comment on va optimiser le travail de chacun, comment on va optimiser la productivité de chacun, comment on va aider justement Logéos à fiabiliser ses flux. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le logiciel WMS qui va piloter tous les flux, la réception jusqu'à l'expédition, jusqu'à même l'impression des étiquettes transport en automatique, tout en donnant une visibilité aux clients donneurs d'ordre via le portail 3PL où justement tous les clients peuvent avoir une vision en temps réel de leur stock, mais aussi du statut des commandes en cours. Tout à fait. Alors, je crois que c'était marqué au début de la slide si vous l'avez lu tout à l'heure, mais j'en ai pas parlé. En effet, comme je le disais, on a repris donc, la logistique multifiliale sur 10 sites différents, sauf que la particularité, c'est qu'on n'avait pas de logiciel. On avait un ERP en pleine capacité de faire des commandes fournisseurs, sur lequel on a fait des développements spécifiques, ça doit parler à beaucoup, pour produire des commandes et faire un pseudo API avec les transporteurs pour sortir des étiquettes transporteurs, mais on était bien loin de parler de digitalisation. L'ensemble des dépôts externalisés avec nos prestataires à l'époque était géré sous Excel. Notre ERP avait un unique emplacement par référence, qui était l'emplacement de picking, mais tous les autres emplacements étaient des emplacements informatiquement écrits sous forme de texte. Il suffisait d'une mauvaise manip pour perdre l'ensemble du texte et donc de l'emplacement multisite du surstock. Donc tout était sur Excel, et j'aime beaucoup Excel, mais on est quand même loin de parler de digitalisation quand on pilote 10 dépôts différents avec des surstocks gérés sur Excel, de l'ADR, puisqu'on lançait également la chimie à la sortie du Covid sous Excel, des bons de livraison sous Excel, et je passe encore d'autres opérations, du pointage sous Excel, avec toutes les erreurs que ça peut impliquer, aussi bien dans l'oubli de la pièce jointe d'un mail que dans la suppression d'un fichier sur un drive. On était loin de parler de digitalisation à ce moment-là. Une vraie transformation en 4 ans, oui. Donc oui, quand on parle de transformation, je pense que c'est le mot. Comme le disait Julien, aujourd'hui, non seulement tout est internalisé, on a des sauvegardes sur plus d'1 an aujourd'hui, on a l'appel transporteur et les API branchés avec tous nos partenaires transport. On a, et ça c'est le plus gros sujet qui nous manquait à l'époque, on a des tableaux de bord pour suivre le nombre de tâches restantes de manière globale sur le dépôt, aussi bien en réception qu'en réapprovisionnement depuis le surstock vers l'emplacement de picking, que de tâches de picking, et ce, aussi bien sur l'ensemble du dépôt que sur chaque process du dépôt. Alors je ne vais pas dire que demain je fais du télétravail en tant que manager,
mais c'est une possibilité. C'est-à-dire que depuis un ordinateur avec un accès web, je peux voir en temps réel ce qui se passe sur mon dépôt et mine de rien, ne pas avoir à traverser les 6 cellules et donc 300 mètres de marche à peu près pour aller voir ce qui se passe dans ma cellule 5. C'est assez agréable malgré tout. Est-ce que tu as quelques résultats à nous donner? Là, j'en vois quelques-uns qui s'affichent au tableau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Donc on l'a dit, le projet, donc la rencontre avec Mecalux, c'est 2022. Aujourd'hui, on est en train de préparer et de commencer, puisque le soleil arrive, donc les piscines et barbecues commencent à sortir. On est en train de faire notre 3e saison sous EasyWMS et donc dans notre dépôt. L'année dernière, on a battu notre record e-commerce avec plus de 10 000 commandes sur un lundi. Donc 10 000 commandes fermées et expédiées dans les camions transporteurs sur un lundi. Notre ancien record sur l'ancien système était à 5 000. Donc on a à peu près doublé notre capacité de production. Et le gros bénéfice, c'est qu'en doublant notre capacité de production, on a également divisé nos erreurs d'expédition par 2. Et ça, quand on parle tout à l'heure de 5 PL, le service client en est plus que content, puisque retrouver des colis ou des inversions de référence dans un colis, quand un client qui avait commandé un joint de piscine reçoit la piscine dans sa globalité, c'est assez désagréable à gérer pour un service client derrière. Et l'inversement encore plus. Quand le client a commandé une piscine et qu'il reçoit un joint de tuyaux, c'est un peu délicat à gérer. Donc diviser les erreurs et passer en dessous de la barre des 0,1% d'erreurs de commande, c'est plus que satisfaisant pour l'ensemble de la chaîne. Une petite conclusion peut-être avec ce beau projet. En fin de compte, ça sent la passion, en tout cas de la logistique, un peu comme tout le monde. Si tu peux nous donner un petit peu le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pas compliqué, c'est que le partenariat, bon, vous l'avez compris, il tient depuis 3 ans maintenant, que la vision qu'on avait de rester modulable, de pouvoir accepter des nouveaux clients au sein du site fonctionne, puisque comme je le disais il y a quelques minutes, on vient d'intégrer un nouveau client qui est spécialisé lui aussi dans le e-commerce, qu'on est en pleine capacité, en pleine saison de gérer son déménagement, tout en maintenant l'expédition de ses commandes, qui vient aujourd'hui prendre une surface de 6 000 m², qu'il a lui aussi une capacité de 50 000 commandes à l'année, entre 45 et 50 000 commandes à l'année, lui aussi sur de l'accessoire et de la pièce détachée de spa, jusqu'à du spa de nage, puisque j'en ai reçu un la semaine dernière, qui fait 11 mètres de long et qui serait très agréable dans mon jardin. Donc Mecalux a non seulement pu nous accompagner sur la construction du projet, mais surtout maintenir le contact pour l'avenir, les développements spécifiques de l'avenir, l'intégration de nouveaux clients, et est prêt à répondre si demain on a besoin d'un deuxième mini-load, si demain on a besoin davantage de racks. C'est le gros plus d'avoir un seul prestataire pour les racks, le système automatique et le système digital. Ce qui est important dans ce projet, c'est que le tout automatisé n'est pas possible. À chaque fois, on se dit il faut automatiser, il faut robotiser, il faut tout anticiper, alors que ce n'est pas possible. Ce qui est important, c'est de trouver une solution qui va être personnalisée, qui va être unique, en prenant en compte différents systèmes de stockage, de garder du manuel et de trouver le juste milieu, le bon tempo entre ce qu'on peut automatiser avec un ROI intéressant, ce qu'on ne peut pas, qu'on doit garder en manuel. Et c'est vrai que le grand défi d'une analyse d'un entrepôt global comme celui de Logéos, ça a été d'anticiper le futur, de répondre à des défis qui peuvent être mouvants via justement des solutions et physiques, et robotiques, et digitales. Comme dit Julien, voilà, la solution personnalisée, c'était un peu le maître mot au début du projet, puisqu'on avait besoin de cette solution personnalisée, puisque nous, on avait un besoin et même une obligation de répondre aux exigences du e-commerce, du B2B de nos clients, et ce, dans un laps de temps très court. Quand on a commencé le projet, quand on a lancé Logéos en 2021, on savait qu'on ne tiendrait pas 3 ans sur des systèmes Excel. Il nous fallait absolument une solution personnalisée, mais qui allait pouvoir être mise en place sous moins de 2 ans. Et donc, entre la pose de la première pierre en novembre 2022, donc on avait déjà 6 mois de discussion avec Mecalux, donc en novembre 2022, première pierre du dépôt, Mecalux commence son chantier en juin 2023, donc moins de 6 mois après. Le dépôt n'était pas complètement terminé à ce moment-là, que Mecalux était déjà en train d'installer le bras automatique et les racks afin de permettre un déménagement courant août 2023, avec un système, un logiciel prêt à fonctionner et prêt à gérer le stock qui arrivait dans le dépôt.
Donc on a fait du multi-logiciel à un moment donné, mais la bascule s'est faite au compte-gouttes. Tout stock qui rentrait dans le logiciel, dans le dépôt, était mis sur le logiciel et on expédiait en double XP entre l'ancienne ORP et Easy jusqu'à ce qu'on puisse les brancher en simultané. Un emménagement, c'est déjà un défi en soi. C'est vrai qu'on les a accumulés et ça a été vraiment une très belle réussite. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a le temps pour des questions en régie? Oui, donc si quelqu'un a des questions sur le projet, sur l'expérience de Logéos. Le micro est juste derrière, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des projets logistiques, des digitalisations logistiques, des agrandissements de prévus? J'ai une question. Quelles sont les caractéristiques à prévoir lorsqu'on construit un entrepôt pour pouvoir recevoir ce type de système? Est-ce qu'il y a une question de capacité électrique à prévoir? Est-ce qu'il y a une résistance de la dalle particulière à prévoir? Voilà, si vous pouviez nous éclairer un peu là-dessus. Je vais vous répondre alors. Vous parlez du magasin automatique, bien sûr. Alors, en effet, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Vous avez parlé de la dalle. Donc oui, il y a certaines spécificités qu'il faut connaître et qu'il faut communiquer au dallagiste qui sera en charge de réaliser la dalle béton. Vous parliez de puissance électrique. Donc là aussi, nous documentons votre maître d'œuvre pour qu'il puisse, avec son électricien, dimensionner correctement les années de puissance électrique pour le système. Et il y a aussi d'autres choses, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand il y avait la diapo sur le mini-load. On prend en compte les contraintes de protection incendie. Parce que parfois, les entrepôts ne sont pas protégés, mais de plus en plus, ils le sont, avec au minimum une nappe de sprinkler en toiture. Le sprinklage, c'est le système d'extinction donc qui est installé en toiture, mais qui peut être aussi installé dans les rayonnages, comme ça a été le cas ici. D'accord? Donc, ce sont des choses à regarder, à anticiper, évidemment. Et surtout, il y a aussi une interaction, oui, on peut appeler ça une interaction avec les équipes qui seront chargées de monter la structure, que ce soit la structure rayonnage ou aussi la structure sprinkler. Donc, pour répondre à votre question, on a vraiment ces trois aspects à regarder. Et la dernière chose, ce sont aussi les accès. Les accès, puisque on va monter des rayonnages de grande hauteur, aussi ce qu'on appelle le transstocker grande hauteur, donc qui nécessite des engins parfois spécifiques pour la mise en œuvre. Jean-Jacques parle de tout ça. Moi, le maître mot, et ce qu'il aurait peut-être fallu qu'on fasse légèrement plus tôt, c'est vraiment de se rapprocher de votre assureur. Si jamais vous êtes à l'origine, enfin, dès le début de la construction du bâtiment et de l'aménagement intérieur, c'est votre assureur qui va vous donner la ligne directrice. Là, typiquement, dans ce cas-là, le mini-load était dimensionné, les plans étaient faits. On avait un petit peu oublié cette partie assurance et notamment défense incendie. Bon, quand l'assurance vous dit qu'il faut rajouter des plaques en haut pour que le sprinklage en nappe ne remplisse pas vos bacs, qu'il faut rajouter des trous dans les bacs pour que les bacs puissent se vider et qu'il faut rajouter au minimum 2 niveaux de sprinklage à l'intérieur du mini-load, c'est toujours plus compliqué quand on le sait après les plans qu'à l'origine. Donc vraiment, le maître mot, c'est votre assureur dès le début qui va pouvoir vous guider et donner lui toutes les spécificités de votre projet comme des plans du bâtiment. Typiquement, on a le mini-load qui s'est créé, mais on a également de la chimie qui a impacté pas mal de choses sur l'aménagement. On avait des panneaux solaires sur le toit, élément qu'il faut également communiquer à votre assurance et qui va venir. Ce n'est pas parce que les panneaux solaires sont sur la cellule 1 et que le mini-load est en cellule 2 que ce genre de rajout ne va pas venir intégrer dans un plan de défense incendie global au bâtiment. Donc vraiment tout communiquer. Les erreurs à ne pas faire. Voilà. Là, tu nous donnes toutes les tips. Là, tout le monde est en train de noter. Si D'autres questions? Oui, madame?
Bonjour, Véronique Fugé-Garel. Merci pour cette belle présentation de transformation. Une petite question sur le volet conduite du changement et acceptabilité par les opérateurs, au-delà des 21 km qui ont été drastiquement réduits. Merci. Alors là, ça va être toute la qualité du management. C'est pas toujours évident. Oui, clairement, quand on passe d'un petit dépôt, d'une filiale familiale de 10 personnes et qu'on leur annonce qu'ils vont faire 20 minutes de route de plus pour aller dans un dépôt qui demain va être automatisé, la première question c'est combien de postes vont sauter. La première peur c'est celle-là. Oui, le projet il plaît tout de suite. La deuxième question c'est quand on parle de bras automatiques, c'est combien de postes vont sauter. Dans les faits, le mini-load n'a pas pour vocation de supprimer des postes. Et ça n'a pas été le cas d'ailleurs, puisque le nombre de lignes, c'est-à-dire à peu près 1000 à 1200 lignes par jour, c'est à peu près ce que font 2 opérateurs. Avec les 21 km, la seule différence, c'est que là, aujourd'hui, ils vont les faire en étant plutôt statiques, en faisant juste du pas chassé et en faisant uniquement de la mise en sachet et non du déplacement en tirant 300 kg sur un transpalette à l'arrière avec une palette pas stable et des pièces qui tombent dans tous les sens qu'il faut ramasser tous les 50 mètres. Oui, je ne peux pas dire que c'est facile tous les jours, clairement pas. Après, un bâtiment et un projet, c'est quels vont être les avantages. Un bâtiment comme celui-ci, en termes de température, quand il y a une pompe à chaleur sur le bâtiment, alors qu'avant, il faisait 50 degrés l'été quand il en faisait 30 dehors et qu'il faisait moins 10 l'hiver quand il en faisait 0 à l'extérieur. Déjà, avoir un dépôt isolé avec malgré tout un projet à raconter à la maison le soir, ça permet, une fois que le projet est lancé, de rassurer les équipes. Oui, il faut un peu d'accompagnement, clairement. Le café est offert depuis qu'on est sur ce site-là. Il faut toujours donner des bons arguments. D'autres questions? Non? Bon, bah, de toute façon, pour ceux qui... Ah oui, pardon, excusez-moi. Monsieur, au fond. Bonjour, du coup j'avais une question sur le réapprovisionnement du mini-load. Pouvez-vous nous détailler les étapes qu'il y a justement entre la réception du camion et le réapprovisionnement du mini-load? Comment ça se passe? Merci. Alors le mini-load, donc encore une fois, il a son système à lui, mais il est branché au WMS. Alors il y a un temps de paramétrage, hein. Tout produit doit être bien paramétré, mais à partir du moment où votre produit est paramétré comme étant 100% mini-load, donc accepté dans le mini-load, et que vous avez pu le paramétrer comme voulant un minimum de 3 quantités dans un bac et un maximum de 15 quantités dans un bac, là, plusieurs process vont se mettre en route. Lors d'une réception, si le produit est tout de suite nécessaire en réappro mini-load, il va tout de suite être indiqué lors des tâches de rangement d'aller déposer sur l'emplacement réappro mini-load X quantité. Donc là, j'ai une zone à côté des tables de prépa où le réceptionnaire, ou plutôt l'opérateur en charge du rangement, va récupérer ses palettes en réception, en déposer soit dans des bacs, soit sur des palettes derrière les tables de prep, la quantité demandée, avant de monter sa palette de surstock. Dans le cas où tout n'est déjà pas rentré dans le mini-load et que la réception est déjà réceptionnée et rangée, là, on a un simple bouton qui, comme une préparation de commande pour un client, va venir créer des tâches de picking. Donc l'opérateur ne va même pas se rendre compte s'il est en préparation de commande ou en réappro mini-load. La seule chose qui va différer, c'est que soit il va déposer sur emballage à la fin de son picking, soit déposer sur réappro mini-load. Et donc là, nous, c'est des tâches qui peuvent se lancer en automatique le jeudi et le vendredi à midi, donc une fois qu'ils ont fait les commandes du matin. Et donc une fois que les commandes sont expédiées, ils basculent en réappro mini-load, ils font leur picking, ils déposent auprès du mini-load. Et là, l'opérateur, dès qu'il a fini ses commandes sur le mini-load, il bascule en rangement. Et les bacs s'appellent automatiquement, les bacs vides ou les bacs à re-remplir sont appelés automatiquement et ils re-remplissent. Oui, l'idée d'un logiciel WMS, c'est ça, c'est de pouvoir paramétrer pour générer des tâches et aider les opérateurs à réceptionner, à préparer des commandes, mais aussi pour les flux internes de réappro picking ou de réappro mini-load, qui est une sorte de gros buffer picking au final. Il faut vraiment que les personnes en charge du pilotage soient vraiment expérimentées sur le logiciel pour gérer et automatiser toutes ces tâches-là.
Parce que oui, ça permet de faire une multitude de process différents pour être de plus en plus opérationnel et productif. Par contre, l'objectif, c'est que malgré tout, les opérateurs, pour eux, une réappro mini-load soit vraiment transparente face à une préparation de commande pour qu'à leur échelle, il n'y ait pas de changement et pas une multitude de process différents à faire dans une même journée. C'est le plus gros défi, c'est celui-ci, je pense. Oui, les managers doivent être polyvalents sur l'informatique et sur le paramétrage de ce logiciel, accompagnés par les équipes Mechalux. Mais une fois que c'est fait, il faut vraiment que les opérateurs, pour eux, ils n'aient pas à se poser de questions. Tous les matins, ils cliquent sur le même bouton. À la limite, ils ont 2 écrans différents dans leur journée, mais il faut essayer de limiter cette partie-là, ce qu'il permet sur le logiciel. Une autre question, peut-être? Non? J'invite tous ceux qui ont des projets d'extension, des idées d'automatisation ou de digitalisation de venir nous rendre visite au stand pour continuer des échanges ou pour voilà, parler peut-être plutôt en petit comité avec Logios ou avec nous-mêmes. En tout cas, merci Olivier. C'est vraiment un très beau projet. On est vraiment fiers d'avoir accompagné la société Logeos dans cette transformation. Et ce que j'entends, c'est que c'est un peu le début de l'histoire parce que tout reste à faire encore avec des nouveaux clients externes, plus de process, plus de préparation de commandes à faire. Donc, on n'est qu'au début au final. Un grand merci, en effet. J'espère que Logeos va continuer. On ne s'est pas trompé sur l'appel d'offres, donc très content de ce partenariat également. Donc voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre. Mais Mechalux est capable d'être à vos côtés avant, pendant et après le projet. Merci beaucoup. Listen.